Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Carrefourfeuille est désormais sous le contrôle total des bandits de Grand Ravine. Le sous-commissariat de Savane-Pistache a été incendié par les gangs. Au moins 4 personnes ont été tuées lors de cette nouvelle offensive. La Direction générale de la police nationale a reçu ce mercredi les clés d'une 50aine de véhicules flambant neufs. Selon la ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Émilie Prophète, ces matériels roulants devront renforcer les capacités de la police nationale dans le cadre de la lutte contre l'insécurité. Présentation ce mercredi par la Banque de la République d'Haïti des 85 entreprises dirigées par des femmes gagnantes du programme Booster PME organisé en partenariat avec la coopération suisse et le ministère de l'Économie et des Finances sous le haut patronage de la primature. Le sous-commissariat de Carrefourfeuille a été incendié par les bandits de Grand Ravine ce mardi 29 août. Il sera très difficile pour la police de retourner dans cette zone, se désole M. Lionel Lazare, coordonnateur du syndicat national de la police. Les forces de l'ordre ne sont jamais retournées dans les villes où elles ont été chassées. M. Lazare confirme l'opération policière de samedi, mais s'interroge sur les avancées des bandits. Désormais, le gang de Grand Ravine contrôle totalement le quartier de Carrefourfeuille. Au moins 4 personnes ont été tuées lors de cette nouvelle offensive. Toutes les maisons à proximité du sous-commissariat ont été également incendiées, révèle Etzer Jean, un notable de la zone. Selon lui, des policiers des unités spécialisées étaient sur place, mais n'ont pas engagé le combat avec les bandits. Le président du parti En Avant se montre défavorable à une intervention d'une force étrangère dans le pays, mais plaide pour une collaboration sérieuse. Jerry Tardieu estime que le Premier ministre Ariel Henry n'a pas la légitimité pour faire une telle sollicitation. Selon l'ancien député de Pétionville, au lieu de dépenser entre 200 et 400 millions de dollars par an pour l'éventuelle force multinationale, il serait préférable d'utiliser cet argent pour renforcer la PNH et l'armée d'Haïti. Est-ce que la police nationale là, gagne les moyens techniques, financiers, logistiques, humains pour faire face à ça, nous relais une menace sécuritaire de notre type? Ça veut dire de qui ça n'a parlé? On a parlé de gangs qui sont lourdement armés, on a parlé de gangs qui sont très capital là, on a parlé de gangs qui financent et qui substituent à l'État dans un ensemble de zones côté que c'est eux-mêmes qui fait circulation, qui collecté l'argent dans mes tap passagers avec taxi moto pour quitter au passé. Un. Deuxièmement, force de sécurité, c'est PNH, c'est l'armée tout. Est-ce que vous avez l'armée en Haïti? Moi, j'ai le respect pour l'institution militaire, c'est que nous indépendance, c'est briser chaîne l'esclavage dans le pied nous. Mais l'armée d'Haïti, je dis, n'a pas existé. Nous avons des hommes en uniforme, on ne pas questionner capacité personnelle, non. Mais l'armée, c'est qui ça? L'armée, c'est capacité, c'est courage, c'est énergie, c'est puissance, c'est prestige, c'est prestance. L'armée, c'est d'abord des officiers, des soldats qui prêtent un serment d'engagement. Ça veut dire yo sermenté que y défendre une population, un pays et que pas jamais retourner zam contre pays. Est-ce que nous c'est ça qu'a fait là? Non. Donc nous avons un premier constat pour nous faire que il y a un problème avec les forces de sécurité. Ceci dit, faut que nous appuyions, faut que nous courions. Comment? Mais pour nous connaître comment nous pral aborder les questions de sécurité, il faut nous comprendre la sécurité. Est-ce que gagne une jodia? Si nous avons des Bobré, ambassadeur du Canada aux Nations Unies, li dit li par l'autorité ou pas gagné. Et m'koué pas gagné vraiment parce que qui sont plan sécurité. C'est pour autorité ou ta gagné un chronogramme côté ou dit mes budget, mes troupes ont besoin, mes équipements ont besoin pour faire 1 2 3 4 5 pour arriver dans 6, pas gain plan. Donc si pas gain plan, quelle que soit force là que nationale ou bien externe, qui ça capable de porter pour nous?
Ça, c'est une deuxième question, il faut nous répondre. Pour qu'on ait plan, il faut nous faire. Troisième question, qui légitimité moun k'ap demandé force ça? Et là encore, nous tournons dans la question politique, la question de la légitimité du Premier ministre Ariel Henry et la nécessité qu'il y ait un consensus politique plus large pour que lui-même ait une série de responsabilités que le PAC apprend lui-même. Responsabilité, ça, c'est pour déterminer comment nous pourrons supporter la police nationale avec la MENOA. Position pas nous, c'est que premier objectif nous, c'est sécuriser le peuple, c'est sauver le peuple, c'est libérer capitale, libérer Haïti. Donc dans ce sens, ça nous ouvert à une collaboration sérieuse. C'est pas la langue nous qui a fait là dans les Nations Unies côté et après filer Haïti tant qu'on patate chaud et puis gon jouette là la langue qui a fait. Non. En collaboration sérieuse parce que nous pas peur parler avec les amis dans la communauté internationale. Nous te libérer l'Amérique latine. Là yo te gen problème. Donc nous pas aucun problème tout nous-mêmes nous faisons partie d'un ensemble régional pour nous garder comment yo capable aider nous. Seulement là nous tendez que gain 400 millions de dollars pour investir dans force. Entre 200 et 400. Entre 200 et 400, on prend 400 parce que je pense que c'est quand même plus. Parce que ça qui va passer là, c'est que nous avons besoin d'un plan que vous gagnez en pile moyen. Maintenant, ça me dit moi-même, 400 millions de dollars, ça, il faut nous garder bien, oui, pendant que nous sommes d'accord que nous prenons ça nous comme assistance, comme Corée, comme support. Puis il faut comme ça, tu dois dépenser dans la police nationale avec l'armée d'Haïti pour que Haïti soit capable de défendre tête dans les 50, 100 et 150 prochaines années. Pour qui ça? Parce que faut nous prendre leçon de différentes missions qui sont ici. 10 milliards de dollars plus tard, 15 ans après, des missions successives sur la justice, la sécurité et la police, pays écrasé, effondré. Les nommés gangs, on ne peut pas arrêter, on met ça de côté. Non, on va réfléchir comment nous prenons rebattre 4 là. Parce que qui ça a besoin aujourd'hui? C'est rebattre 4 là. Parce que on ne peut pas tête nous mentir. Comment nous, aujourd'hui, sommes capables de parler d'autonomie, de souveraineté? Là, on a parlé de l'éducation, c'est UNICEF qui est plus impliqué. On a parlé de santé, c'est OMS. On a parlé de police nationale, là, c'est France, États-Unis, Canada qui finance. Là, on a parlé d'agriculture, c'est FAO. Ça veut dire que nous avons une souveraineté qui est déjà limitée. Aujourd'hui, il faut que nous prenions courage à demain pour nous chita avec l'international pour nous regarder qui accord, qui accompagnement, qui support nous pour nous résoudre le problème de sécurité en ayant à l'esprit que de toutes les façons, la priorité des priorités, c'est donner à l'armée d'Haïti et la police nationale, on va dire, les forces de sécurité publique, la possibilité de répondre à leurs devoirs patriotiques et à leur serment d'engagement de défendre la population à quel de ce beau pays. Après, force kenyane yo finit en Haïti ou bien avant? Non, force kenyane yo pas qu'à entrer en Haïti sur la simple et bonne décision d'un premier ministre qui manque de légitimité. Force kenyane son proposition qui sous le tapis que moi-même comme leader politique, je ne connais ni devant ni derrière, je ne connais rien là-dedans. Par contre, moi connais que je une discussion politique avec les acteurs politiques et ceux qui ont l'effectivité du pouvoir pour moi comprendre qui ça gagne dans la proposition ça. Pendant que je parle là, je ne peux pas parler d'un bagage que je ne connais pas, je ne peux pas parler d'un bagage que je ne pour payer. L'ambassade américaine a remis ce mercredi les clés d'une 50aine de véhicules flambant neufs à la Direction générale de la police nationale. La cérémonie a eu lieu à la Direction générale de la PNH. Selon la ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Émilie Prophète, ces matériels roulants devront renforcer les capacités de la police nationale dans le cadre de la lutte contre l'insécurité. Madame Prophète exhorte les policiers à en faire bon usage. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. Ce n'est pas la première fois que l'ambassade américaine fait des dons à la Direction générale de la police nationale d'Haïti et loin d'être la dernière pour une énième fois, l'institution américaine a procédé à la remise de matériel à la Direction générale de la police nationale d'Haïti, notamment le directeur général de l'institution Franz Elbe qui de son côté en a profité pour honorer quelques représentants de l'institution américaine
Quant à la ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Emily Prophète, dans son discours de circonstance, elle en a profité pour remercier d'abord l'ambassade américaine d'avoir choisi de remettre une cinquantaine de clés, notamment de véhicules, à l'institution policière. Elle exhorte également des agents de la PNH à en faire bon usage. Toujours dans le cadre de son discours, elle souligne que ces matériels vont contribuer au renforcement de l'institution policière, notamment lors des déplacements, lors des déploiements, dans le cadre des différentes opérations. Mais si certains applaudissent ce geste de l'ambassade américaine, il y en a d'autres qui s'interrogent là-dessus. Dans un tel contexte, à un moment où plusieurs zones de la capitale ainsi que dans les villes de province, les groupes armés font la pluie et le beau temps, la PNH a besoin de véhicules pour son déplacement, pour ses déploiements, mais elle a de plus grands besoins en ce qui concerne la lutte contre l'insécurité. Guide qui choisit et Rudolf Pierre-Louis pour Télémétropole. La Banque de la République d'Haïti a présenté ce mardi les 85 entreprises dirigées par des femmes et gagnantes du programme Booster PME, organisé en partenariat avec la coopération suisse et le ministère de l'Économie et des Finances sous le haut patronage de la primature. La cérémonie s'est déroulée en présence de la ministre à la condition féminine et aux droits de la femme, Sophia Laureus, qui a représenté la primature, le responsable de la coopération suisse en Haïti, Andrine Fink, des membres du conseil d'administration de la BRH et des acteurs de la société civile et des membres du secteur privé des affaires. Le gouverneur de la BNH, Jean Baden-Dubois, dans ses propos de circonstance, a insisté sur le fait qu'on se trouve au cœur d'un tournant majeur qui est cette première journée exceptionnelle consacrée à la grande révélation des bénéficiaires du projet Booster PME. Notre collaborateur Wendell Théodore a été distingué ce mercredi par le Parlement populaire. D'autres journalistes, comme Marvel Dandin de Radio Quisqueya, entre autres, ont été également récompensés. Le présentateur vedette de la rubrique Le Point de Télémétropole a reçu une plaque d'honneur et mérite pour sa contribution à l'avancement de la presse haïtienne. Lors de son intervention, Wendell Théodore a remercié les organisateurs pour cette initiative. Moi content, ouais, monsieur suive travail moi parce qu'il dit c'est pour esprit d'équilibre et de tolérance dans l'exercice métier journaliste. M'apprécier ça en pile, me senti que moi honoré que yo pensé à moi dans l'occasion ça, dans l'occasion 30e anniversaire de création du Parlement populaire haïtien. Ça m'a comprendre, c'est que c'est une initiative comme toute l'autre, mais ce n'est pas une initiative qui même genre à toute l'autre. Autrement dit, c'est des groupes monde, bien qu'un pile là-dedans non militants, mais qu'on cause qui ont embrassé, qui sait parler, gommer et défendre le pays d'Haïti. Dans le propos que le président de la Chambre des députés a tenu, il dit que ils ont lutté en pile pour que nous aujourd'hui nous pas arriver là. C'est vrai que la situation est très très grave, contrairement à ça tout le monde dit que chaque monde a une responsabilité là-dedans. Mais même lorsque chaque monde a une responsabilité, ce n'est pas tout le monde véritablement qui est responsable de ça là. Parce que je ne sais pas quoi qu'un petit pays qui t'a permis pas qu'à circuler, je ne sais pas qu'un petit pays qui t'a permis de sentir esclave dans le propre pays, je ne sais pas quoi ça. Donc, le Parlement populaire, il joue le rôle par là lui-même, que l'autre monde joue le rôle par eux. Qui c'est bataille pour nous retirer le pays dans sa liée aujourd'hui. C'est ce mot ça, encore une fois, je dis tout le monde merci, je remercier par le fait que vous avez pensé à moi dans ces circonstances spéciales. Ça. Si il y a une parole que je suis capable de dire, peut-être
Ça fait plusieurs années, des décennies, depuis qu'on attendait le monde comme Marvel Dandin. Il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a attendu, il y a que c'est même style, c'est même monde, même si le pays vient plus mal, mais lui-même n'est pas changé. Donc si, comme tu as dit, c'est tout simplement une promesse pour moi être Jean-Mier. Rester Jean-Mier, pour ne pas jamais me sentir différent, ni meilleur que quiconque. Peut-être si nous sommes l'autre gens, si nous sommes l'autre gens, nous ne pouvons pas penser à moi. Et ça fait un plaisir en pile et me souhaiter nous. Kembela, Palagé et à bientôt. Le 15 septembre prochain, l'Assemblée générale de l'ONU va statuer sur le futur d'Haïti. Entre-temps, une délégation de la CARICOM doit séjourner dans le pays du 4 au 10 septembre. Alors, est-ce que Haïti est prêt à accueillir cette force multinationale? Y a-t-il un consensus, si ce n'est un consensus total, au moins un consensus majoritaire? Pour en parler, ce soir, nous avons avec nous M. Fritz Jean, qui avait été, et c'est la première question que je lui poserai, qui avait été nommé président d'Haïti par l'accord du Montana. Bonsoir, Monsieur Fritz Jean, et bienvenue sur Metro News. Merci Serge Clan, bonsoir et bonsoir aux auditeurs et aux auditrices de Metro News. Alors, première question brutale, d'entrée de jeu, faut-il vous appeler Monsieur le Président? Bon, président élu de la Cour de Montana. Ah bon, il faut ajouter pas seulement président. Si, bien sûr Bon, que non. écoutez, il y a eu quand même cet accord du Montana dont on parle encore. Alors, où est-ce que vous en êtes là? Parce qu'il y a des rumeurs, je ne sais pas si elles sont fondées, vous allez nous le dire. Il y a des rumeurs qui laissent entendre qu'il n'y a pas un accord parfait au sein de l'accord du Montana et qu'il semble qu'il y ait quelques zizanies à gauche et à droite entre vous et certains membres de cet accord. Est-ce que vous confirmez? Bien, Serge, je dois dire que là maintenant, ça fait 2 ans. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on ramène le 2e anniversaire de l'accord de Montana. Exact. Donc, ça a été fait le 30 août 2021. Exact. Donc, merci de m'accorder cette entrevue et de m'inviter pour cette entrevue aujourd'hui. Donc, justement, je souhaite à tous et à tous les membres de l'accord de Montana bon courage et bon combat. Parce que ça fait 2 ans que nous sommes là-dedans. Et maintenant, par rapport à cette question de zizanie dont on parle, etc., je dois dire pour préciser, l'accord de Montana, c'est une mosaïque d'organisations de la société civile et de partis politiques. Donc, c'est normal qu'il y ait des discussions. Mais maintenant, et surtout pour que tout le monde puisse bien comprendre, il ne faut surtout pas nous attarder sur ça, sur les discussions, et les discussions qui se font, les débats, les échanges au cœur de l'accord de Montana, parce que c'est normal. Parce que nous venons d'horizons différents, nous avons des perspectives différentes par rapport à ce que doit être le pays, excepté que nous sommes quand même arrivés à un consensus pour dire voici la feuille de route que nous proposons au pays. Et à l'intérieur de cette feuille de route, nous regardons la remise sur pied des institutions de l'État et nous assurer qu'il y ait un consensus minimal pour qu'on puisse arriver à des élections, mais surtout pour remettre sur pied les institutions de l'État. C'est ça la feuille de route, si vous voulez. Mais, et surtout, au cœur de cette feuille de route, et avoir l'organisation de cette conférence nationale qui puisse nous permettre de nous asseoir avec un public beaucoup plus large pour dire voici là où nous voulons aller conduire ce pays. Voilà. Eh bien, Monsieur Fritz Jean, vous nous confirmez que, au cours de ces 2 années, l'accord de Montana, les membres de l'accord de Montana n'ont pas chômé, mais à quoi avez-vous abouti finalement? Qu'est-ce qui est sorti de concret de ces accords de Montana et de la feuille de route que vous avez présentée? Est-ce que vous avez avancé sur ce point? Et sinon, qu'est-ce qui a bloqué? Pour le public plus large, je dois dire ce à quoi
nous sommes arrivés à une feuille de route. Et la feuille de route, si vous voulez, c'est la feuille de route décrit exactement et ce à quoi nous nous attendons pour avoir un autre type de gouvernance dans ce pays. Et lorsqu'on parle d'autre type de gouvernance, d'autres relations de l'État avec le secteur privé, d'autres relations de l'État avec la société civile, d'autres relations de l'État avec les partis politiques, mais d'autres relations de l'État avec la société en tant que telle. Et là, nous sommes en train d'assister, si vous voulez, à une décomposition spectaculaire de l'État. Et c'est ça, justement, à quoi de Montana a dit depuis longtemps. On a dit que par rapport à l'anarchie qu'il y avait, et surtout iniquité qu'il y a dans ce pays, si nous quittons ça, continuer, on a basculé nécessairement dans l'anarchie, on a basculé nécessairement dans le chaos. Et c'est exactement ce que nous avons prédit, nous sommes en train de le vivre là maintenant. Nous sommes en train de vivre un chaos spectaculaire dans ce pays, où l'État, complètement effondré, ne peut rien gouverner. Et nous avons regardé que la population elle-même qui a fait l'État confiance, regardez ça qui est Canaan l'autre jour. Côté qu'un groupe qui était conduit par un leader religieux, qui dit qu'il va déloger des bandits bien armés, avec des armes automatiques, avec boule de bois, avec manchettes, sous prétexte que eux-mêmes, ils ne vont pas prendre balle, etc. Et puis, ils ont assisté à carnage. Regardez ça qui a passé du côté de Carrefour-Feuille. Regardez ça qui a passé et du côté de Martissan. Là, nous sommes complètement assiégés au niveau de Port-au-Prince. Ce qui se passe du côté du tabac, là, nous sommes en train, et nous venons de perdre et beaucoup de gens du côté du tabac, beaucoup de gens du côté du Carrefour-Feuille. Là, maintenant, moi, je suis au Cap-Haïtien, m'a regardé ça qui a passé et du côté de Grand Ravine, Cap descend dans Fouchard. C'est la panique totale. Donc, c'est tout ça que nous avons dit qu'il nous faut remettre les institutions en place dans ce pays. Institutions que nous avons fait confiance, institutions qui peuvent assurer un minimum de sécurité, mais surtout assurer l'ordre, assurer la justice et assurer un minimum d'inclusion, un maximum d'inclusion de tout le monde qui a vécu dans le pays. Donc, nous-mêmes, discussion ça que nous avons fait depuis 2 ans, c'est à ça que nous-mêmes, nous continuons notre bataille pour ça. Mais malheureusement, et les gens ont la tête dure. Malheureusement, il y a des gens qui ne comprennent pas. Même s'il y a profité de quelques petits privilèges là maintenant, si pas une remise en place, si pas une remise en question de la façon dont nous sommes en train de gouverner ce pays, nous parlons vers la catastrophe. Mais vous voyez, Serge, la question que nous nous mandat, la question que moi, je me pose, comment qui ont des capitaux financiers, qui ont des capitaux et au niveau de l'immobilier, qui ont investi dans des entreprises, comment ces gens-là se sont laissés entraîner dans cette aventure par des gens qui n'ont pas investi dans ce pays, par des gens qui n'ont absolument rien investi dans ce pays. Ils se sont laissés entraîner dans cette aventure qui fâchait pour eux-mêmes et des aventures évidemment catastrophiques pour le pays et des aventures catastrophiques pour la population. On ne comprend pas comment les gens intelligents, avec des capitaux investis dans ce pays, se sont laissés entraîner de cette aventure. Et maintenant, nous sommes en train de vivre cette situation. Nous sommes dans ce chaos. C'est un chaos qui a été construit par des aventuriers. Et j'ai dit que nous ne pas comprendre au niveau de Montana, et moi-même en particulier comme économiste, ne pas comprendre comment des gens qui ont investi dans ce pays, des gens qui ont des capitaux importants et des capitaux financiers, des capitaux au niveau de l'immobilier, des gens qui ont construit des entreprises, comment ces gens-là se sont laissés entraîner par des aventuriers pour les conduire dans cette aventure, pour les construire dans ce chaos, parce que nous connaissons qu'avec le niveau d'anarchie ça vient dans ce pays, avec le niveau d'inéquité, pour gagner 2 éléments importants, l'anarchie ça et l'inéquité ça. Pour gagner, premièrement, il y a un aspect de population et d'autres aspects, un aspect de pauvreté. Si la population a grandi et puis on gagne croissance économique, bon, on va bien trop au niveau social, mais on a une population qui a grandi et puis de côté, on gagne une pauvreté qui a accentué un pays. Là, c'est un bombe à retardement. Donc, tout le monde est supposé chiter ensemble pour dire qu'est-ce qu'on fait avec ce pays. Et justement, c'est ce que les gens n'ont pas voulu faire. C'est pourquoi nous, au niveau de Montana, et moi particulièrement, je dis, on n'a pas compris comment ces gens-là qui ont capitaux se sont laissés entraînés par des aventuriers dans ce chaos. Et là, nous avons basculé dans ce chaos. Nous sommes dans le chaos là maintenant.
Oui, non, pour Dans un aller, pays totalement, particulièrement l'Ouest, et la Timonie totalement assiégée. oui, pour aller dans votre sens, je lisais un article récemment qui avait estimé que 80% de l'agglomération port-au-prinциenne était entre les mains des bandits, que c'est eux qui faisaient la loi. 80%. 80%. Maintenant, sur le plan économique, rappelons très rapidement que nous sommes en croissance négative depuis quelques années consécutives. Depuis 5 ans. Voilà. Depuis 5 ans. Donc ça, c'est pour vous donner, ce raison. pays. Bon, maintenant, pour parler de l'insécurité, il y a quand même la perspective de cette force multinationale sous la direction du Kenya qui est censée venir apporter son secours. Vinkore, comme on dit en bon créole, Vinkore PNH. Quelle est la position de l'accord de Montana sur cette question? Montana a toujours été très clair là-dessus par rapport à une intervention étrangère. On dit que première question qu'il y a un problème d'insécurité, c'est la relation qu'il y a entre des gens qui nous dirigent, je parle au niveau du gouvernement, au niveau de la police, et ces jeunes gens armés, jeunes gens et hommes et femmes armés que nous avons dans le pays. Et là, le secrétaire d'État américain a dit, si on n'a pas cassé le lien qui existait entre les responsables de l'État, les responsables de la police et ces gens armés, on ne va nulle part avec cette affaire de sécurité. Donc, il y a un problème de gouvernance qui se pose au cœur du problème de l'insécurité que nous sommes en train de vivre dans ce pays. Donc, pour nous, le problème de gouvernance, il faut l'adresser de manière très concrète. Il nous faut dire que, écoutez, ça suffit, par exemple, et même les policiers le disent, et là, je le dis souvent dans les entrevues que j'ai avec d'autres médias, que n'attendez des policiers qui ont dit, problème que gagne, ce n'est pas le fait que, par exemple, les policiers s'appellent pas mal, c'est le fait que il y a des relations entre le monde qui a tiré sur lui et les responsables de l'État, de ce pays. Donc, si c'est ça le problème, avant même de penser à cette force d'intervention, il nous faut repenser la gouvernance de ce pays. Et bien sûr, dans l'état où se trouvent les forces de sécurité de ce pays, je parle essentiellement de la police nationale d'Haïti. Évident que police là sous-équipée, c'est évident que police là sous-dimensionnée par rapport à la population. Donc, il y a un travail qui doit se faire là-dessus, mais aussi, il y a un travail de formation. Parce que même là qu'on a parlé de police là sous-dimensionnée, donc pour nous recruter police là, il faut qu'on ait un vetting qui fait au niveau des forces existantes. Donc, probablement que les instances dirigeantes de la police là maintenant n'ont pas cette capacité de tout faire. Il nous faut un appui au niveau international de gens capables, de gens expérimentés et des gens qui puissent nous apporter leur expérience. Donc ça, c'est évident. Mais maintenant, nous sommes en train aussi de dire au niveau de Montana, on a vécu cette affaire d'intervention. Côté sur des coups de poing que veille, puis on résout des problèmes ponctuels. Ce que nous sommes en train de dire, pour construire une sécurité durable dans ce pays, il nous faut refonder la police. Police nationale, ça que nous gagnons la coloniale, dans l'État que l'il a, ne peut pas conduire le pays au bon port pour la sécurité durable à laquelle on fait référence. Pour qu'on puisse avoir cette sécurité durable, il nous faut repenser la police, bien sûr, avec l'appui de l'international. Mais ce n'est pas une intervention qui va faire ça. C'est un accompagnement durable, c'est un accompagnement sérieux au niveau du dimensionnement de la police, au niveau de la formation et au niveau, bien sûr, de l'équipement des forces de sécurité de ce pays. Est-ce que d'après vous, c'est ça, CARICOM a bien cherché ici en Haïti entre le 4 et le 10 septembre? Est-ce que c'est sous entente ou accord entre l'international et les autorités haïtiennes pour qu'on qui jamais après le passé l'établissement d'une feuille de route, disant et précisant les prérogatives de chacun, le temps que ça va durer, rôle chaque monde. Est-ce que c'est ça? CARICOM a bien discuté du 4 au 10 septembre? Sachant, nous-mêmes au niveau de Montana, dans la discussion que nous gagnons avec toutes les instances au niveau international, positionnons toujours très clair là-dessus. Nous n'avons pas gagner une force de sécurité durable si nous n'avons pas gagné l'accompagnement de la police, si nous n'avons pas repensé la police là. Et repenser la police là, c'est dans les termes que moi-même que je suis exprimé là, au niveau de dimensionnement, au niveau d'équipement, au niveau de formation, et puis au niveau du traitement des policiers. Pour les policiers connaissent qu'il fait partie d'un corps et à défendre le pays. Tout ça fait partie du package que nous mettons là pour faire. Et là, nous soumettons
des documents, nous soumettre des documents au niveau de l'ONU, nous soumettre des documents au niveau de l'OEA pour nous expliquer position mondiale très claire. Nous avons souhaité que c'est ça que nous discuter, mais nous ne pas connaître parce qu'on n'a pas été contacté là-dessus. Bon, il est vrai que ça fait quelques années, depuis 2 ans au moins, que l'international a demandé aux autorités haïtiennes pour former un gouvernement de consensus, ou au moins un gouvernement élargi, et pour justement arriver pour l'ONU voter sur le cas d'Haïti, il y ait côté haïtien ou accord ou ensemble plus ou moins vaste de gens, ce qui n'est pas encore le cas. Chaque monde a fait chacun de son côté. Eh bien, nous-mêmes, justement, ça que nous proposons. D'ailleurs, nous-mêmes, on a eu, et de notre côté au niveau de Montana, nous avons un consensus assez. Mais au-delà du consensus que nous avons au niveau de Montana, nous approchons différents groupes politiques, nous approchons différents groupes de la société civile. Donc, il y a une discussion qui est faite avec le secteur privé pour nous dire qu'il faut que nous chita ensemble pour nous assurer que nous avons fait une route claire. Pour consensus que nous avons parlé, c'est pour consensus qui chita en l'air, mais c'est un consensus qui chita sur des propositions concrètes. Et propositions, ça va supposer adresser aux problèmes que nous avons. Mais dans pile monde, en dedans et mon autour de pouvoir là, mon dans le secteur privé, qui pensait que le privilège que vous avez là, et pour sauvegarder, il faut que vous ayez un statut quo. C'est ça qui fait que nous n'avons jamais arrivé à un consensus là. Excepté que maintenant, tout le monde a pour discussion que nous avons fait depuis longtemps, c'est pour nous pas arriver dans le niveau de décomposition de l'État. Tout le monde connaît là vivre des propositions. Tout le monde a vécu avec la peur. Moi, je suis dans le Nord. Je regarde les gens qui sont Port-au-Prince, mais qu'on y a là, il y a une autre tendance. C'est les gens qui apprennent, les gens qui l'école Port-au-Prince, pour les gens qui l'école en septembre au Cap-Haïtien. Et là, pour qui ça toute discussion nous a fait, nous a dit que Jean l'État là, il constitue dans le niveau que nous arrivons là de déliquescence de l'État, on va arriver en côté que l'État a gagné même sur la sécurité, même sur la justice. Mais personne n'a voulu nous écouter. Et nous, donc, nous étions toujours consensus là. Nous discutions là. Ensemble pour nous arriver à consensus là. Mais tout le monde a gardé des privilèges, etc. Et puis, il y a des gens autour du pouvoir qui ont peur. Et justement, ce sont ces gens, et c'est ce que nous ne comprenons pas au niveau de Montana et que moi, je ne comprends pas. Ce sont ces gens qui ont entraîné des gens au niveau du secteur privé qui ont des investissements sérieux dans ce pays et puis ils ont entraîné dans l'aventure ça. On ne comprend pas comment les gens qui ont capitaux ça fait quitter que tomber dans ce panneau. Et là maintenant, ils même tout bail en danger, tout capitaux vient à risque à cause de l'aventure ça qui est tombé là-dedans. Et depuis longtemps, depuis 2 ans, on a dit, on nous chita, on nous parler, on nous discuter, on nous garder comment on a refondé le gouvernement de ce pays pour ne pas tomber là. Et nous y sommes là maintenant. Yeah. Bon, Monsieur Friedjean, ou bien conscient que accusation, même si elle est voilée, accusation que vous portez là de collusion qui existait à l'heure actuelle entre les autorités gouvernementales et une partie du secteur privé avec les gangs, sont une accusation qui est extrêmement grave. Et si ça dit à vrai, il n'y a pas de solution pour en sortir. Ah non, c'est pas accusation que vous portez. Vous m'avez parlé des policiers qui, sous cabane l'hôpital, qui a dit qu'il n'y a pas de problème, qu'ils prennent balle, parce que ça fait partie de leur travail, excepté que le problème qu'il y a, c'est le fait qu'on ait une collusion, il y a des liens entre les gens qui tirent sur eux et des responsables de police. Ça, c'est des policiers qui ont dit qu'il y a des bandits qui ont circulé dans la machine service de l'État, dans la machine officielle. De 3, il y a des gens qui ont kidnappé, qui ont fait témoignage, côté qu'il y a des policiers et il y a des gros contacts avec la police, il y a des gros contacts au niveau du gouvernement. Moi, je ne fais que répéter. Et d'ailleurs, il y a des gens au niveau de l'international qui sont en train de dire la même chose. Moi, je ne fais
comme moi-même, pas policier, pas la justice, moi, je ne peux pas porter des accusations. Je ne peux que répéter ça que m'entendez des policiers qui impliqués dans le service, ça que m'entendez des gens qui kidnappés à dit, ça que m'entendez des gens au niveau de l'international qui ont même des investigations et il y a des systèmes d'investigation qui a dit. Et d'ailleurs, bien que ils mettent des sanctions sur eux, sur qui base ils mettent des sanctions. Ils mettent des sanctions des ministres du de justice, ministres de l'intérieur de ce pays pour collusion avec et des gens armés de ce pays qui a simé la terreur au niveau de la population. Donc, ce n'est pas des accusations que m'a portées. Moi-même, m'a dit, mais qui ça? Il y a des sanctions pour ça. Donc, nous, ouais, c'est extrêmement grave. C'est pour ça que nous disons, premier bagage pour nous adresser, c'est le problème de gouvernance là. Si c'est le cas, il nous faut adresser le problème de gouvernance. C'est ça qui a permis maintenant déblayer pour arriver en sécurité. Monsieur Jean, est-ce que problème de gouvernance, ça, posons la question clairement, est-ce que ça passe par un changement de gouvernement, c'est-à-dire une démission du Premier ministre actuel et la formation d'un nouveau gouvernement plus élargi? Et c'est là qu'on parle du changement de gouvernance. La première fois qu'on a parlé de consensus. Au consensus entre différents acteurs de la société civile, des partis politiques, des gens du secteur privé, pour nous dire, mais ce qui ça que nous mettons d'accord, pour nous arriver en transition, qui peut créer un environnement qui va permettre de nous faire élection, un environnement qui va permettre de nous avoir deux aspects de la Constitution, qui va permettre de nous harmoniser la relation que nous disons que nous devons gagner avec la diaspora, et surtout, et gens que nous voulons partir dans l'autre économie de notre pays. Donc, pour nous arriver à nos nouvelles gouvernance, c'est de ça qu'on a parlé. On a parlé de consensus pour nous chita autour de la table pour nous dire, mais qui ça que nous-mêmes, entre nous décider pour payer. Mais de toute façon, Serge Camp, si on ne le fait pas, on va le faire pour nous. Et malheureusement, moi, c'est sous chemin ça que nous y est. Il y a des gens qui aident nous, qui mènent tranquillement, qui construisent nous, et qui construisent Kaosa, et puis qui mènent nous dans Kaosa, et on s'est laissé prendre au piège. Au lieu de nous chita, nous-mêmes différents groupes, nous chita, nous d'accord, ça pour nous faire. Il y a des gens qui ont des privilèges, qui refusent la guerre de privilèges, et puis qui conduisent nous dans Kaosa, mais qu'on y a là, Port-au-Prince totalement assiégé, et l'État incapable de faire face à cette situation. Bien que nous entendions, il y a un système qui arrive après-midi là, on va connaître, ça c'est un système qui va le faire. Mais de toute façon, là maintenant, pendant que nous parlons là, nous sommes dans une situation totalement ingérable par l'État. Oui, mais M. Jean, je repose directement ma question. Est-ce que d'après vous, Ariel Henry doit démissionner? Est-ce que c'est le point de départ de ce renouvellement que vous appelez de vos voeux? Ariel Henry, lui-même, par rapport au résultat que nous avons regardé la première. Et sachez-le, vous regardez quelque chose. Vous regardez ce qui s'est passé au niveau de Carrefour-Feuille. Ce qui s'est passé l'autre jour au niveau de Canaan. Le gouvernement tellement senti que le pas gagné légitimité, aucune acceptation sociale, pas un mot du gouvernement. Pas un mot, même un mot de condoléance, même un mot de sympathie adressé à la population, pour dire population, nous regrettons ça passer. C'est parce que, justement, le gouvernement senti totalement inconfortable et totalement incapable pour quand même adresser un mot de soutien à la population. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord, Fridjean. Quoique, je ne vais pas mettre Carrefour-Feuille avec Canaan dans le même panier. Carrefour-Feuille sera fait de bandits Cap-Goumen et la police qui a essayé de résister, alors que Canaan, c'est une espèce de croisade biblique, côté vous voyez au bon et innocent, à attaquer et avec manchette, bâton et la Bible. Pour y aller attaquer une chef de gang les plus féroces et avec comme conclusion de la part du pasteur Marco que monde qui mourit c'est parce que tu as perdu la foi. Donc, je ne vais pas mettre Carrefour-Feuille avec Canaan dans le même panier. Ce n'est pas du tout la même chose, mais ce qui est vrai, c'est que la réponse du gouvernement dans les deux cas est la même, c'est-à-dire silence complet. Nous sommes d'accord sur ça. Mais nous d'accord pas que ce n'est pas même nature. D'accord, ce n'est pas même nature là, mais regardez ce qui s'est passé. Pour des gens, je ne sais pas, centaines, 50.
faut d'abord permettre de combattre, déloger les gens armés et puis lourdement armés. La police, le gagne une petite manifestation. Il y a des gens avec gaz et des gens qui justement qui a demandé, qui a réclamé droit. Il y a gazé bien gazé, tout le monde courir, etc. Mais là, où il y a des gens justement et qui peuvent déloger et puis la police n'a pas fait rien, mais la police là, il reçoit des ordres de CSPN. Donc ça veut dire que, et même l'homme pas mettre dans le même panier, mais m'a regardé nature événement pas même, mais en sous-bassement, il y a activité de ce gouvernement par rapport à des catastrophes qui ont venu en cascade dans ce pays. D'accord. Bon, malheureusement, M. Fritz-Jean, et la communication est en train de se gâter. J'ai l'impression Internet a joué avec nous. Et de toute façon, l'heure est arrivée de conclure. Alors, je vous laisse quelques instants. S'il y a un dernier message que vous voulez adresser à l'ensemble de la population, profitez de l'antenne de Métropole. Très bien. Merci beaucoup. Notre 10 population, nous-mêmes au niveau de Mondana, nous connaissons que la population a subi et a subi des souffrances atroces. Que ce soit au niveau de Canaan, que ce soit ça qui a passé Cafoufeuille et qu'on y a l'entendre des gravines à descendre du côté de l'avenue Fouchard. Nous disons population que la situation est extrêmement grave. Mais responsable l'État qui a gardé la population en souffrance, nous disons faites attention. L'histoire là, l'histoire a gardé. Et c'était responsabilité pour être protéger une population qui est en danger. Ils ne l'ont pas fait. Mais là, comme ça continue, le peu que la population a fait, nous-mêmes, nous disons au niveau de Mondana, nous-mêmes, nous avons soutenu le peu que nous sommes capables, gens que nous sommes capables, et dans toute légalité, pour nous assurer que la population a sorti dans cette situation là. Mais à tout le monde qui perd du famille, à tout le monde qui perd du bien que vous avez gagné, nous-mêmes, nous voyons sympathie, nous pas tout le monde savoir. Eh bien, merci beaucoup, M. Fritz-Jean. Merci et de ce côté, nous disponible pour nous après-midi et à soir et pour nous donner la position de l'accord du Montana sur les différents problèmes auxquels le pays est confronté. Et Dieu sait que ces problèmes sont énormes. Ou ben nous avons tous sur la perspective de l'arrivée d'une force multinationale. Tout ça est très bien. Merci beaucoup, M. Fritz-Jean, et bonne fin de journée. Merci, Métropole. Et pour conclure, la reprise des grands titres. Carrefourfeuille est désormais sous le contrôle total des bandits de Grand Ravine. Le sous-commissariat de Savane-Pistache a été incendié par les gangs. Au moins 4 personnes ont été tuées lors de cette nouvelle offensive. La Direction générale de la police nationale a reçu ce mercredi les clés d'une 50aine de véhicules flambant neufs. Selon la ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Émilie Prophète, ces matériels roulants devront renforcer les capacités de la police nationale dans le cadre de la lutte contre l'insécurité. Présentation ce mercredi par la Banque de la République d'Haïti des 85 entreprises dirigées par des femmes et gagnantes du programme Booster PME organisé en partenariat avec la coopération suisse et le ministère de l'Économie et des Finances sous le haut patronage de la primature. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine. Même heure, même chaîne.